Bonjour, merci de nous avoir rejoints dans Fil Éco, l'émission qui revient sur l'actualité économique locale. On commence tout de suite avec le sommaire de cette émission. La ministre de la Famille a été accueillie par des manifestants à Mantes. Les syndicats FO et CGT estiment que Dominique Bertinotti ne prête pas attention à leurs revendications concernant la CAF. Airbus Group et PSA Poissy dévoilent plus en détail les suppressions de postes liées à leurs plans sociaux. Les chiffres dans un instant. Et puis le dossier de la semaine sera consacré à une jeune pâtissière. Caroline a passé mardi l'épreuve de qualification pour la finale du championnat de France du dessert. Nous l'avons suivi. Et enfin, nous parlerons microcrédit à l'occasion de la semaine du microcrédit qui débute le 3 février dans toute la France et bien entendu dans les Yvelines. Nous recevons Isabelle Tréguer. Bonsoir. Donc, vous êtes la responsable de l'ADI dans le département notamment. On vous retrouve dans un instant juste après les infos économiques de la semaine. Ce sont des salariés en colère qui ont accueilli la ministre chargée de la Famille à la cave de Mantes. Dominique Bertinotti venait inaugurer ce matin des locaux rénovés. Les employés syndicalistes FO et CGT avaient déjà tenté de faire entendre leurs revendications lors de ces deux précédentes venues, sans succès. Ils dénoncent la vente de locaux de la cave dans le département, une baisse de 15% du budget de fonctionnement, des conditions de travail dégradées ou encore un plafonnement des salaires. Ils ont brièvement été reçus par un membre de son cabinet. La ministre, elle, de son côté, répond à l'inverse que des améliorations sont survenues ces derniers mois. On écoute les deux parties. Et nous, ce qu'on souhaite surtout dire à Mme Bertinotti, mais qui ne recevra pas aujourd'hui, c'est tout simplement qu'on veut bien un accueil rénové, on veut bien des locaux tout neufs, mais on veut surtout du personnel derrière les bureaux. C'est une initiative aussi qu'on a prise, qui ne s'est jamais passée à la cave des Yvelines, de réunir aujourd'hui de Saint-Quentin, de Mantes, de Saint-Germain-en-Laye, des collègues qui viennent aujourd'hui dire à la ministre, ça suffit, on ne peut plus travailler comme ça. Voilà. On peut avoir toujours plus d'effectifs, on peut mettre toujours plus de moyens. C'est la solution, je dirais, la plus facile. Aujourd'hui, nous avons cette exigence quand même, nous sommes dans un cadre budgétaire contraint, de travailler aussi bien, voire même mieux. Et le fait de mettre du personnel là où c'est le plus nécessaire, c'est ça que les syndicats doivent défendre et plaider. On en sait plus concernant les plans sociaux pour Airbus Group et PSA. Airbus Group, le nouveau nom de ADS, avait annoncé qu'il supprimerait 5800 postes au total en Europe. Lundi, lors d'un comité européen, la société a précisé les sites touchés. Les Yvelines n'ont pas été épargnées. 411 postes seront supprimés sur le principal site de Cassidian à Elancourt. On note également 309 suppressions d'emplois sur le site des Mureaux. Pour rappel, le groupe réorganise ses activités. Celles d'Astrium et Cassidian seront notamment regroupés. Le groupe PSA, de son côté, a annoncé aujourd'hui la suppression d'une équipe de production dans son usine de Poissy. 684 postes sont concernés, en cause un recul des ventes. La direction a indiqué qu'il n'y aurait pas de suppression de postes, mais des reclassements. La CGT ne croit pas vraiment en cette promesse. Nous suivrons donc cette actualité. L'usine emploie actuellement 6700 personnes. Les chiffres du chômage ne sont pas bons pour le mois de décembre. 3 303 200 demandeurs d'emploi en France, soit 0,3% de plus qu'en novembre et une hausse de 5,7% sur un an. Les chiffres locaux ne sont pas encore connus pour le mois de décembre, mais d'après les chiffres de novembre, on compte dans les Yvelines 58 800 chômeurs, une hausse de 8% sur un an, un chiffre supérieur à la moyenne française, mais le taux de chômage étant assez faible à la base, les fluctuations se ressentent davantage. Un nouvel outil pour le covoiturage arrive à Saint-Quentin en Yvelines. La start-up WazeUp propose une application mobile pour mettre en relation des salariés du territoire. Des images de Jonathan Villeman. Effectuer son trajet domicile-travail seul dans sa voiture reste une réalité pour beaucoup de salariés. Peu écologique et peu économique. La start-up WazeUp cherche à faire bouger les choses en développant le covoiturage. Il propose une application mobile pour mettre en relation les personnes intéressées par ce mode de transport. Ce jeudi, ils présentaient leur outil aux salariés du technocentre Renault. L'application permet de trouver des covoitureurs selon le trajet souhaité et calculer les frais réels, même lorsque l'on ne finit pas à une heure fixe chaque jour. Un système plus maniable et plus souple que les sites existants.
si vous ne finissez pas toujours à la même heure. Le principe, c'est qu'on crée des petits équipages de covoiturage où en fait un passager va avoir plusieurs conducteurs possibles et via l'application et en quelques secondes, le conducteur, dès qu'il sait qu'il va partir, 30 à 40 minutes avant, va pouvoir alerter ses passagers et le passager va pouvoir se greffer sur le conducteur qui part à la bonne horaire. La société travaille avec des entreprises partenaires. Elle paye un forfait pour offrir ce service à leurs salariés et profite de reporting élaborés par WazeUp pour leur communication. L'application est d'ores et déjà proposée à plusieurs entreprises du territoire. Renault n'est plus seul. Renault, avec les acteurs locaux, la Casqui, mais aussi la SNECMA, d'autres entreprises, Ilti, Bouygues, on se lance dans cette démarche pour essayer d'avoir ce qu'on appelle une masse critique de covoitureurs potentiels et qui vont pouvoir partager et créer une communauté de covoitureurs potentiels. Pour les salariés de Renault rencontrés sur place, ce volume élargi de covoitureurs est peut-être la clé du succès. Donc on pourra se reconnaître entre nous, voir les entreprises qui sont vraiment autour du technocentre. Ça peut vraiment être utile. Renault envisage d'intégrer cette application à sa tablette Airlink et donc aux véhicules de la marque, mais il faudra encore quelques mois pour tester son efficacité. Et c'est aujourd'hui qu'a lieu l'inauguration du Vélodrome, une inauguration en grande pompe, puisque la ministre des Sports sera présente. Un tournoi de vitesse aura également lieu entre les équipes de France et d'Angleterre. Mais au-delà de l'aspect sportif, le Vélodrome représente un énorme projet économique pour Saint-Quentin en Yvelines. Nous avons en direct de la piste notre journaliste sportif, Anthony Riech. Bonsoir. Bonsoir Claire. Alors pour le 7-8 Sport, vous suivez ce projet depuis longtemps. Finalement, sur quel modèle économique repose-t-il? La caractéristique principale du Vélodrome de Saint-Quentin-Yvelines est évidemment son financement. Le Centre national du cyclisme français est porté par un partenariat public-privé financé à 75% par des fonds publics, l'État, le Conseil régional, le Conseil général et évidemment la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-Yvelines. Tout cela pour un total de 74 millions d'euros. Alors évidemment, la question que tout le monde se pose, est-ce que le Vélodrome sera-t-il rentable sur la durée? Pour cela, Vélopolis mise sur les loyers versés par la Fédération française de cyclisme pour l'utilisation de ses bureaux, mais aussi sur les nombreux événements et les manifestations sportives autres que le cyclisme et des manifestations culturelles à l'image du concert d'Irma qui sera donné ce soir après les compétitions sur la piste, des recettes qui seront en partie reversées à la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Très bien, merci beaucoup Anthony pour ces explications. Passez une très bonne soirée. On retrouve le détail de cette inauguration dans notre JT de demain et nous développerons ce côté financement, ce côté modèle économique du Vélodrome dans le fil éco de la semaine prochaine. On passe maintenant à l'entretien. Le sujet de cet entretien, c'est le microcrédit. Alors pourquoi en parler maintenant? Eh bien parce que on fêtera la semaine du microcrédit la semaine prochaine, du 3 au 7 février. C'est un événement organisé chaque année par l'ADI, l'Association pour le droit à l'initiative économique. Nous recevons justement sur ce plateau la responsable yvelinoise, Isabelle Tréguer. Bonsoir. Bonsoir. Alors ce n'est pas la première fois qu'on évoque le sujet sur ce plateau, mais pour ceux qui ne connaîtraient pas encore ce qu'est le microcrédit, en quoi cela consiste-t-il? Alors le microcrédit, c'est un microcrédit professionnel. Donc c'est un prêt qui est accordé à des demandeurs d'emploi, à des personnes qui souhaitent créer leur entreprise, leur petite entreprise, micro, parce c'est un petit prêt. Il est associé aussi avec un prêt d'honneur à taux zéro, et puis une subvention du conseil régional pour ceux qui créent leur boîte. Alors, cette semaine du microcrédit a lieu chaque année. C'est l'occasion également de communiquer sur votre association et ses actions. Vous avez d'ailleurs lancé une vidéo promotionnelle. Ça s'appelle « Ouvre ta boîte », il me semble. Donc, on voit à l'image une petite vidéo donc du coup amusante. Quelqu'un qui essaye d'ouvrir une boîte. On comprend facilement le parallèle avec l'ouverture d'une entreprise. Vous expliquez également sur votre site que vous utilisez la création d'entreprises comme outil de lutte contre le chômage et contre la crise. Alors, finalement, on comprend très bien le concept, mais est-ce que tout le monde a les épaules pour cela? Alors, pour créer sa boîte, effectivement, c'est pas si simple. Et puis la vidéo le montre bien, puisqu'on voit à quel point on peut être maladroit. Bon, créer sa boîte, c'est une affaire qui est importante. On peut créer sa boîte tout seul. Maintenant, avec l'auto-entrepreneur, ça semble facile. Et en fait, il est très important d'être accompagné pour monter sa boîte, pour bien mesurer dans quoi on s'engage, et puis aussi pour être épaulé au quotidien. Nous, à l'ADI, on finance donc les personnes qui veulent créer leur boîte sur des petits financements.
pour toutes les personnes qui n'ont pas accès au crédit bancaire. Donc si elles ont accès au crédit bancaire, tant mieux, elles vont pouvoir bénéficier de soutien financier d'une banque. Si ce n'est pas le cas, l'ADI est là. Et surtout, on propose un accompagnement à ces personnes pour les aider à se lancer, à démarrer leur entreprise. Et ce prêt peut justement débloquer ces fameux prêts bancaires qui manquent à la base. Alors justement, avant d'aller un peu plus loin dans ce microcrédit, on va écouter des témoignages de personnes, d'entrepreneurs qui ont été suivis par votre association. On commence avec Marie-Irma Tota. Elle a ouvert en 2009 une boulangerie à Coignères. Vous pouvez peut-être expliquer un peu la situation. Elle avait connu quelques difficultés. Oui, elle avait connu des difficultés, elle avait été obligée de fermer sa boulangerie, elle avait du mal à retrouver un emploi, et puis il y a eu une opportunité, elle pouvait récupérer le local, elle pouvait récupérer le matériel, par contre elle n'avait plus du tout accès au crédit bancaire, et elle a frappé la porte de la maison d'entreprise, d'abord de la Casqui, puis de l'ADI, et ça a permis en fait de complètement dénouer la situation. Ouais, c'est Pôle emploi finalement qu'il avait conseillé ce cursus. Je vous propose d'écouter justement son ressenti. Ce n'était pas la banque qui était derrière. Vu la liquidation, personne ne vous faisait confiance. À part l'ADI, parce que je n'avais même pas cru, parce que les banques, même pour ouvrir le compte, ce n'était même pas possible. Donc, avec les 10 000 euros, là, on a pu faire ouvrir les portes et redémarrer. Ça fait 1 an passé qu'on est là, mais ça va. C'était un crédit de 10 000 euros, mais au moment où j'en avais besoin pour démarrer, c'était comme si on m'accordait 100 000 euros, quoi. C'était 10 000 euros, mais ça a servi à ouvrir presque toutes les portes. Parce que avant de reprendre, le bailleur vous demande peut-être 3 ou 4 000 euros avant de démarrer. L'autre demande peut-être 7 000 euros par ici, mais il n'y en avait pas. Il faut satisfaire tout le monde. Alors voilà, un bel exemple. Elle avait donc du coup les clients qui étaient là, qui l'attendaient, mais il lui manquait des finances pour rebondir. Elle emploie donc du coup aujourd'hui 2 personnes, un boulanger, également une vendeuse. Et en tout cas, elle nous indiquait que ça marche très bien pour elle. Exactement, elle a créé 2 emplois. Et le sien, donc 3 emplois. 3 emplois en tout. Donc une belle histoire. Autre exemple, un entrepreneur également qui n'avait pas la confiance des banques, Mathieu Pradal. Il dirige une entreprise de services à domicile, donc de bricolage et de jardinage. Donc lui également a connu des difficultés. Il a dû fermer son entreprise avant de repartir sur de bonnes bases avec l'ADI. On écoute également son témoignage. Il fallait investir beaucoup pour progresser et à l'époque j'avais pas les fonds. Et donc j'ai préféré arrêter plutôt que de m'écrouler. Et pour mieux reprendre en septembre dernier, aujourd'hui ça marche très bien. L'ADI m'a permis en septembre de reprendre ma société en acceptant les fonds que j'avais besoin, parce que les banques ne prêtaient pas, prêtaient mais avec des garanties trop élevées et trop importantes pour moi, et donc l'ADI m'a permis d'avoir les fonds et de pouvoir investir. Et j'ai pu avoir des nouveaux devis et contrats que j'aurais pas pu avoir sans avoir le matériel. Donc du coup, plus de clients, donc plus de chiffres. Le remboursement se fait en mensualité, donc qui sont revus par rapport à ce que je gagne, et que du coup c'est des petites mensualités et ça permet de ne pas avoir trop de charges en plus de ce qu'on a déjà en tant à son compte. Alors, Mathieu Pradal parle notamment du remboursement. Vous l'indiquiez tout à l'heure, des taux zéro, pardon. Alors, le prêt qui complète le microcrédit, effectivement, est à taux zéro, mais le microcrédit a un taux d'intérêt qui est à 7,78. Donc, en gros, on a à peu près 2 tiers du montant, c'est avec un taux d'intérêt, puis 1 tiers sans taux d'intérêt. Et en plus, pour la création d'entreprise, il y a une prime du conseil régional, donc une subvention. Ça, c'est important, ça fait un effet de levier pour les personnes qui veulent se lancer. Avec un petit prêt, elles peuvent acheter un petit peu de stock, ou le stock de démarrage, le matériel de démarrage, voire un petit véhicule utilitaire d'occasion pour pouvoir se lancer. Et tout à l'heure, vous l'avez vu avec Madame Tota, ça va peut aller jusqu'à 10 000 euros maximum, mais notre prêt moyen, il est plutôt aux alentours de 3 000 euros. Donc avec 3 000 euros, on peut déjà commencer, on peut se lancer. Et nous, justement, on est là pour expliquer ce que l'on peut faire et aider les créateurs. Et l'objectif de la semaine du microcrédit, c'est ça, c'est d'aller au plus près de notre public, de montrer que c'est possible, de faire témoigner effectivement des micro-entrepreneurs qui se sont lancés et de leur montrer aussi qu'on est là pour les soutenir. Alors, ce qu'il faut noter tout de même, les 2 entrepreneurs dont on a entendu le témoignage ont lancé eux-mêmes leur société, ont connu des difficultés, puis ont réussi à rebondir avec l'ADI. On peut aussi faire appel à vous pour se lancer dès la première... Oui, et en fait, c'est principalement notre public. Ce sont surtout des gens qui se lancent pour la première fois qui prennent contact avec nous.
qui sont par exemple des demandeurs d'emploi depuis longtemps, qui recherchent un emploi, qui n'en trouvent pas et qui ont une idée avec lesquelles on va travailler. On va travailler avec aussi nos partenaires de la création pour les aider à monter leur projet. Et puis on sera là ensuite pour les financer et pour continuer derrière le soutien. Et donc le cas de Madame Tota ou de Monsieur Pradal qu'on a vu, ce n'est pas le cas le plus fréquent. Mais il faut savoir aussi qu'on est là pour ceux qui ont connu des difficultés et qui veulent recommencer, rebondir. Alors, vous parlez donc du coup de demandeurs d'emploi qui, par exemple, créent eux-mêmes finalement leur poste. Est-ce que également, avec la conjoncture actuelle, vous avez plus de jeunes qui n'arrivent pas à se lancer sur le marché du travail dès la sortie d'école, du coup, qui se disent pourquoi pas? Oui, alors on a des jeunes effectivement. On a donc un dispositif particulier pour les jeunes avec un prêt qui a un taux d'intérêt qui est plus intéressant pour les jeunes jusqu'à 32 ans. On a aussi un dispositif de formation. Alors pour les habitants de la Casquie, c'est à Nanterre. Mais avec un train direct jusqu'à la Défense, ça reste possible, avec une formation qui dure 8 semaines et qui aide les jeunes à passer d'une idée à un projet vraiment structuré. Donc ça, c'est un atout particulier pour les jeunes, pour retrouver confiance en eux. C'est gratuit également? Et c'est gratuit, c'est gratuit. Et on a aussi une action particulière auprès des femmes qui sont isolées, qui dépendent souvent en tout cas dans les quartiers, qui peuvent avoir uniquement des revenus sociaux, et ça va leur permettre, en créant leur petite entreprise, leur petite activité, ça va leur permettre d'avoir des revenus complémentaires et progressivement de prendre leur autonomie. Le taux de réussite, on a une petite idée? Alors, taux de réussite, donc parlons déjà de taux de réussite des entreprises. Au bout de 2 ans, 70% de nos micro-entrepreneurs sont toujours en activité dans leur entreprise. Au bout de 3 ans, alors un certain nombre ont fermé. Ce que l'on mesure, nous, c'est le taux d'insertion. C'est-à-dire que cette expérience de la création d'entreprise, elle peut se transformer. L'entreprise peut durer dans 58% des cas. On est peut-être parfois aussi obligé de la fermer, mais on peut rebondir vers un emploi salarié. Et finalement, nous... Ça reste une expérience professionnelle très enrichissante. C'est une expérience importante et qui permet d'avoir 84% des personnes qui, au bout de 3 ans, sont réinsérées, soit par leur entreprise, soit par un emploi. Alors, on va conclure avec les dates de la semaine prochaine à venir, les différents événements. Donc, lundi 3 février, vous organisez une réunion d'information au Promopole des Merisiers à Trappes à partir de 14h30. C'est ça. Mercredi 5 février de 9h à 17h, un accueil individuel cette fois, donc des premiers conseils pour se lancer dans son entreprise, toujours au Promopole à Trappes. Et enfin, vendredi 7, vous concluez de 9h30 à 16h, vous serez présent au Forum de l'insertion organisé par la Casquie. On pourra vous y retrouver du coup. Eh bien, je vous remercie en tout cas d'avoir été présente avec nous ce soir. Et puis, on espère du coup que les candidats seront nombreux la semaine prochaine. Ils sont les bienvenus. Pour ces événements. Merci beaucoup. On passe tout de suite au dossier de la semaine. Voici près de 3 mois que Caroline se prépare au championnat de France du dessert. Cette élève de l'école hôtelier de Guyancourt tentait mardi de se qualifier pour la finale. Nous l'avons suivi de ses préparatifs jusqu'à l'épreuve. Un dossier réalisé avec Jonathan Villeman. Caroline Fruchot est étudiante au lycée hôtelier de Guyancourt. Après un BTS en restauration, elle a décidé de se spécialiser en pâtisserie. Mais aujourd'hui, elle ne suit pas un simple cours. Elle s'entraîne pour les championnats de France du dessert. Moi, ça me tenait à cœur de réaliser un concours cette année. Quand on commence pour voir un peu ce qu'on vaut, se mesurer aux autres, voir le travail qu'il y a à accomplir. Et alors du coup, vous pensez avoir toutes vos chances? J'espère. Son professeur Jean-François Gauthier la coach depuis plus de 3 mois et il croit aux chances de réussite de son élève. L'atout, c'est son grand sérieux, sa capacité de se concentrer et de rester dans ce qu'elle fait, dans son sujet. Son dossier a été sélectionné pour les championnats de France du dessert. Le 28 janvier, elle passe le concours Île-de-France. En jeu, une place pour la finale nationale. Notre jeune pâtissière a décidé de travailler des poires et de les décliner de multiples façons. Une poire bien mûre, c'est juste extra. C'est super bon et ça me fait penser à mon père en fait. C'est un fruit qu'il adore. Et du coup, je pense que c'est pas mal de faire un petit clin d'œil. Depuis 5 semaines, Caroline a accéléré sa préparation. Elle s'entraîne maintenant 6 heures par jour. Car au concours, elle devra connaître sa recette par cœur. Elle aura 3 heures pour tout préparer, de la confection au dressage d'assiettes. Mais ce n'est pas le temps qui lui fait peur. C'est une histoire de température dans mon dessert.
Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont fraîches pour être, qui sont froides même. Et ça ne doit pas être des froids trop négatifs. Bonne température, texture, visuel, goût, technicité et hygiène, les critères à remplir sont nombreux. Caroline a découvert la pâtisserie sur le tard. C'est lors d'un séjour en Allemagne qu'elle a trouvé sa voie professionnelle. J'étais dans un palace 5 étoiles et j'ai vu une fille, une pâtissière. On m'avait proposé de faire un stage dans cet hôtel-là. Et la pâtissière, c'était juste génial. Et elle m'a vraiment transmis son savoir, toute sa passion du métier. Et du coup, voilà, je me suis dit pourquoi pas faire moi aussi. Pendant qu'elle poursuit sa recette, son professeur l'observe et note sur ce tableau les points à améliorer. J'ai vu des choses qui ne sont pas encore parfaites, mais rien n'est jamais parfait, mais qui sont à finaliser, on va dire. Là, vous voyez, j'ai noté par exemple les amandes. La torréfaction ne me convient pas. Donc, on va retravailler, on va repenser, faire attention au temps. Il lui reste encore un peu de temps pour corriger ses imperfections. Le jour du concours est arrivé. Il est 8h30, le top départ vient d'être donné. Caroline s'active entourée de ses 6 concurrents. Son professeur attend en retrait, il ne souhaite pas la déconcentrer. C'est très important, donc c'est aussi beaucoup de stress. Et voilà, on attend de démarrer. Une fois qu'on a démarré, je pense qu'après elle va se libérer, enfin je l'espère. Caroline reste concentrée sur sa recette pendant qu'un jury de travail observe ses faits et gestes. Il juge la technicité, le savoir-faire, l'hygiène. Et attention, il faut que la réalisation concorde avec les photos envoyées dans le dossier de sélection. Le jury est composé de chefs pâtissiers réputés. La réussite à ce concours est donc une bonne carte de visite. Ça permet d'ouvrir des portes, ça permet de rencontrer du monde, effectivement. Hein. Là, les jeunes apprentis qui sont là aujourd'hui, ça va être nos commis, nos employés de demain, quoi. Donc c'est intéressant de les rencontrer aussi. La concurrence est rude, les candidats rivalisent d'imagination. Ici, des planètes. Là, cette belle architecture exotique. Les concurrents ont beaucoup travaillé en amont, mais malheureusement, certains n'arriveront pas à respecter les délais. Ce candidat doit livrer ses desserts en laissant de côté quelques ingrédients. Il a manqué de temps pour dresser ses assiettes. Non, c'est à l'assiette uniquement. Il n'y a pas de... C'est marqué dans le règlement, on ne peut pas amener de sauce à côté. C'est que à l'assiette. Allez. Dans la salle de dégustation, les candidats s'enchaînent. Ils ont tous démarré à 7 minutes d'intervalle pour laisser le temps aux juges de goûter chaque plat un à un. Allez, premier envoi dans 1 minute, hein, Caroline. Oui. Jusqu'au bout, Caroline vérifie les derniers détails. Tout doit être parfait pour présenter ses desserts au jury de dégustation. Moi aussi, je veux bien. C'est horrible. Je vais mettre devant ton image. Voilà, bonjour messieurs. Donc aujourd'hui, je vous propose un délice de poire. Donc pour la dégustation, je vous conseille de commencer de la plus petite à la plus grosse. Comme ça, le goût du chocolat ne va pas l'emporter sur le goût de la poire. Voilà, excellente dégustation. Merci. Pendant que les chefs dégustent, la jeune pâtissière peut enfin souffler. C'est un peu le stress parce que même si je me suis bien entraînée au lycée, ici c'est un labo qu'on ne connaît pas, c'est une pression qui est complètement différente. Et en labo, je le faisais en 2h15. Ici, pour vraiment que ça soit parfait, peaufiner à fond et tout, j'ai mis 3 heures, au moins une, quoi. Donc c'est vraiment, c'est clairement différent. Mais bon, c'est un bon stress, donc on verra, quoi. De leur côté, qu'en ont pensé les juges? Il y avait une certaine grâce dans sa présentation. C'est très fin, sa façon de travailler. Ça s'est vu que ces petites billes de poire, son petit décor en chocolat, très fin. Ça se voit que c'est une fille aussi qui l'a dressé. Donc c'était très très fin. Mais après, le plus important, c'était le goût. Donc là, d'autres candidats ont été aussi très très performants. Caroline et les autres candidats ont laissé place aux professionnels l'après-midi avant de découvrir le verdict. Et c'est la Parisienne Marie Mathéos pour sa douce planète exotique qui remporte le premier prix. Caroline finit deuxième à quelques miettes d'une place pour la finale nationale. Et
Et dans l'agenda, on notera 2 dates, une journée d'information sur l'industrie aéronautique et spatiale. Les prévisions de recrutement sont nombreux, du CAP au diplôme d'ingénieur. Alors on parlait pourtant de licenciement dans le groupe Airbus tout à l'heure. Pour en savoir plus, rendez-vous donc à la Cité des Métiers le 5 février. Et puis une matinée d'information sur le métier de boulanger-pâtissier. Ça colle avec d'autres dossiers. Vous avez donc rendez-vous le 6 février de 10h à 11h30 à la Cité des Métiers, toujours. Et c'est la fin de ce Fil Éco. Merci d'avoir été avec nous. Je vous retrouve jeudi prochain pour un prochain numéro. D'ici là, très bonne soirée.